peut rétrécir l'image, s'il vous plaît. And can we scroll up a little bit? Est-ce qu'on pourrait essayer de remonter un peu dans le document pour voir le haut du document? Je vous avais montré ce document et vous avez vu la lettre V avec la petite coche, n'est-ce pas? Et ce matin, vous nous avez indiqué que ça voulait dire que vous avez peut-être vu le document, c'est ça? Oui. D'accord. Si on retourne au bas de la page, s'il vous plaît. Excuse me, please. No, just Le président, excusez-moi, s'il vous plaît. Ça veut dire oui? Dans la transcription, tout ce qu'on voit, c'est ça n'est ni oui ni non. Donc, s'il vous plaît, veuillez répéter la question et j'aimerais avoir une réponse claire. Donc je répète ma question, monsieur le témoin. Le document que je vous avais montré ce matin avec la lettre V et la coche en haut à gauche de la page, ce matin vous l'aviez reconnu, n'est-ce pas? Affirmatif. Et ce matin vous nous aviez dit que le V, ça voulait dire que vous l'aviez vu. Est-ce exact? Affirmatif. Très bien. Alors la question que j'avais sur ce document, la question que j'avais pour vous, c'était la dernière phrase. Parce que ça parle de lorsqu'un militaire ne rejoint pas à la date indiquée, ils seront sévèrement sanctionnés. Alors, de quoi il s'agit ici? Quel genre de sanction est-ce que le militaire peut être assujetti? Ce sont des sanctions disciplinaires qui s'expriment en termes de jours. Soit il est puni de 10 jours d'arrêt, de 20 jours, de 30 jours. Au-delà de 60 jours, il est conduit devant un conseil d'enquête qui peut prononcer sa radiation. Très bien, monsieur le témoin. Et bon, malheureusement, la photocopie de ce document en bas de la page est un petit peu coupée. Il y a une étampe et une signature. Je ne sais pas si vous allez être capable de voir. Can we zoom in? Est-ce qu'on peut agrandir cette partie du document? Est-ce que vous voyez la signature? Oui, je vois la signature. D'accord. Est-ce que vous la reconnaissez? Est-ce la Cette- vôtre? Pardon. Cette signature, je ne la reconnais pas comme étant la mienne. Et c'est quoi le problème avec la signature? Elle n'est pas conforme à ma signature. C'est ce que je vais dire. Mais le contenu du texte correspond à nos façons de travailler. D'accord. Ok. Juste une question sur la signature encore. Lorsque vous dites qu'elle n'est pas conforme, lorsque vous regardez la signature, qu'est-ce qui vous pose problème? Elle n'est pas entièrement transcrite. Ok, donc, est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas entièrement transcrite que vous n'êtes pas capable de la reconnaître? Exact. Mais j'ai dit que je reconnais le contenu du texte. C'est comme ça qu'on s'adresse à nos gendarmes qui n'arrivent pas à exécuter la mission qu'on leur demande. Très bien. J'aimerais revenir, monsieur le témoin. Pardon? Yes. Non? J'aimerais revenir à un sujet auquel nous avons parlé ce matin. Vous vous rappellerez du document que je vous avais montré établissant l'existence du PC Minos à la fin du mois de novembre 2010, dans lequel vos hommes avaient été assignés
selon un programme. Vous vous rappelez de ce document? Exact. Est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, comment fonctionnait ce PC Minos avec les gendarmes que vous aviez, qui avaient été attribués? Le PC Minos, ça veut dire poste de commandement. Minos, c'est un nom de code qui a été attribué à ce poste de commandement. La gendarmerie, la police, les militaires vont à tour de rôle à ce poste-là. Et comme chaque corps a ses radios, toute information que la gendarmerie obtient passe par l'officier qui reprend la gendarmerie au sein du PC. Et donc, il la partage avec le commandement de ce poste-là. Pareil pour la police. Et ce poste de commandement, donc, il sert à quoi? Vous avez dit qu'il était établi au ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas? Affirmatif. Avec toutes ces informations qui sont recueillies. Message from the interpreters. Le président, message des interprètes, pourriez-vous respecter la règle des 5 secondes à tout moment? Merci. C'est ma faute, monsieur le témoin, ne vous en faites pas. C'est moi qui n'ai pas respecté les règles. Donc je répète ma question. À quoi sert ce poste de commandement qui donc ramasse toutes ces informations des différentes organisations dont vous avez parlé, la gendarmerie, l'armée, la police? Ce poste de commandement regroupe donc toutes les informations et donne des instructions aux unités pour traiter les questions qui sont arrivées au poste de commandement. Vous dites qu'il donne des instructions aux unités. D'accord. Alors, qui est à la tête de ce PC Minos? À l'époque, c'était un officier qui s'appelait, il est décédé, il s'appelait Sienofé. Il est décédé, mais après, je vous avoue que je ne connais plus la structure. Je ne sais pas qui commandait le PC Minos. D'accord. Est-ce que vous savez, au sein même de cette structure, comment donc la police, la gendarmerie et l'armée, comment ils interagissaient entre eux? Il y avait donc le commandant du PC Minos, qui avait donc autour de lui les éléments représentatifs de chaque corps, gendarmerie, police et armée. J'avoue que je n'ai jamais travaillé. Donc ils font le point de la situation, comme on l'a vu dans un document. Et puis ces points de situation sont remontés au niveau du ministre de l'Intérieur, du ministre de l'Intérieur, pour lui rendre compte de la situation sur le terrain. D'accord. Il y a un autre sujet sur lequel j'aimerais revenir. Ce matin, vous nous avez dit que si dans votre travail, dans vos enquêtes, il arrive que les faits révèlent qu'une violation avait été commise par un agent de la police, à ce moment-là, vous remettiez le dossier à la police. Dans le sens inverse, est-ce que cela est arrivé durant la crise post-électorale? Alors, je parle de la crise, je parle du 28 novembre 2010 jusqu'au 11 avril 2011. Donc, ce sont les dates que nous avons pour la crise post-électorale. Durant cette période, est-ce que ça s'est passé qu'à l'inverse, la police, que ce soit à travers le directeur général, qu'ils vous ont remis un dossier,
qui vous ont informé d'infractions, de violations par des membres de la gendarmerie? Je ne m'en souviens plus exactement. Mais je crois savoir qu'à Yopougon, il y a eu des affrontements entre gendarmes et des civils. Et la police a fait l'enquête. Et l'enquête est partie au niveau du procureur militaire. Et donc vous dites que la police a fait enquête, et que c'était un affrontement entre des gendarmes et des civils. Affirmatif. Mais je n'ai pas eu un compte rendu direct à titre personnel. Comment en avez-vous entendu parler? De cette affaire-là, c'est le commandant de brigade de Yopougon qui m'a rendu compte qu'il y avait des problèmes entre les éléments de l'escadron et des civils. Mais que la police était sur l'enquête. Et le commandant de brigade qui vous a rendu compte, c'était qui? Vous avez dit le commandant de brigade de Yopougon. Oui, je ne me rappelle plus le nom, mais le commandant d'escadron qui était au fait de l'événement s'appelait le capitaine Koukounion. Avez-vous appris le résultat de cette enquête? On ne me l'a jamais communiqué. Et le commandant de la brigade, est-ce qu'il vous a informé des détails de cet affrontement entre les gendarmes et les civils? Que s'est-il passé? Il semble que, d'après ce qu'il m'a rapporté, que les gendarmes et les militaires auraient été pris à partie par des individus non identifiés, armés. Et ils ont riposté. Je crois qu'il y a dû y avoir mort d'homme. Tout ce que je sais, et l'enquête a été menée par la police. Et dans cette situation où vous avez des gendarmes qui sont impliqués, expliquez-nous un petit peu comment ça se fait que c'est la police qui mène cette enquête. L'événement s'est déroulé dans le ressort de la police à Yopougon. Donc c'est une question de compétence territoriale. C'était eux qui étaient là, donc ils ont pris l'affaire en main. Très bien. Prenez votre temps, monsieur le témoin. Et est-ce qu'on vous a rappelé dans quel quartier de Yopougon est-ce que cet affrontement a eu lieu? Le quartier, c'est à Yopougon, Sikouji. Sikouji, c'est un grand quartier, il y a des sous-quartiers. Ouassakara, il y a aussi... Voilà. Et donc ça, c'était durant quelle période exactement? Alors on a parlé tout à l'heure de la période de la crise, mais plus précisément. Vraiment, excusez-moi, je ne me rappelle plus la période. Mais je sais qu'il y a eu cet événement. Vous avez dit qu'il y avait mort d'homme.
c'était des civils. Est-ce que ces civils, de ce que vous avez appris, est-ce que le RDR était impliqué dans cet incident? Affirmatif, on nous a dit que c'était des militants du RDR qui étaient en réunion. Alors, Excusez-moi de vous interrompre, cher confrère. Monsieur le Président, c'est juste pour une question de précision. Dans la réponse du témoin, lorsqu'il parle de mort d'homme, il dit à la page 103, ligne 6, il semble, d'après ce qui m'a été rapporté, que les gendarmes et les militaires auraient été pris à partie par des individus non identifiés armés et ils ont riposté. Et il y a dû avoir mort d'homme, c'est tout ce que je sais. Il n'a pas dit que des civils ont été tués. Well, let's ask the witness. Le président, eh bien, posons la question au témoin. Qu'avez-vous dit? Le savez-vous ou bien l'avez-vous entendu ou avez-vous entendu parler de civils tués? Je réponds, il m'a été rapporté qu'il y aurait eu mort d'homme et que la police a fait l'enquête. Mais je n'ai pas reçu les résultats de l'enquête de la police. So you don't know who died. Le président, donc vous ne savez pas qui est mort, si c'était des civils ou des non-civils, combien? Est-ce que vous en savez plus, outre le fait qu'il y a eu mort d'homme? C'est ce qu'on m'a rapporté, mais je n'en savais pas plus, puisque la police était sur l'enquête. On attendait qu'ils nous donnent les résultats de leur enquête. Mr. Prosecutor? Le président, monsieur le procureur, vous attendiez le rapport d'enquête que vous n'avez jamais reçu, c'est cela? Okay. Mr. Prosecutor. Bien, monsieur le procureur. Le procureur, merci monsieur le président. alors, mis à part cet incident qui a eu lieu à Yopougon, est-ce qu'il y a eu d'autres situations dans lesquelles vous avez reçu de l'information, que ce soit de la part du DG de la police, ou bien du SEMA, ou bien d'autres chefs des forces armées, selon laquelle les gendarmes auraient été impliqués dans des incidents similaires ou autres, ou au minimum des incidents dans lesquels les gendarmes auraient commis une violation ou une infraction? Non, je n'en ai pas été informé. Ce que je sais par contre, c'est que des militaires issus des forces armées, des forces nouvelles, ont attaqué l'escadron de gendarmerie situé à Yopougon et leur ont pris des armes. Nous sommes intervenus pour régler la situation. Les militaires ont remis les armes aux gendarmes. J'ai même fait organiser un match de football pour amener la paix et puis c'est terminé. C'est ce que je sais. Juste une clarification, monsieur le témoin, sur l'événement que vous avez, dont vous avez parlé. Vous avez dit que c'était des militants du RDR en réunion. Quel était le lieu de cette réunion? Comme je l'ai dit tantôt, je n'étais pas sur le terrain. On m'a dit que la réunion se tenait à Yopougon, ou se serait tenue à Yopougon à un endroit, et qu'il y a eu des affrontements.
Vous n'étiez pas sur le terrain. Une autre question là-dessus. Est-ce que de votre commandement, il y a eu un officier qui est allé sur le terrain pour cet événement, relativement à cet événement à Yopougon? Je ne m'en souviens plus exactement. Si je vous suggère que le commandant en second, le général Afro, avait été sur le terrain, est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Ça vous rafraîchit la mémoire? Monsieur le Président. Are you confronting the witness with? Le président, est-ce que vous confrontez le témoin à une déclaration qu'il aurait faite précédemment? Or refreshing the memory with the prior? Ou bien est-ce que vous lui rafraîchissez la mémoire pour lui rappeler cette déclaration qu'il aurait faite? Your Honor, at this stage, I'll move. Le procureur, Madame, Messieurs les juges, à ce stade, je vais passer à autre chose et je verrai si je dois revenir sur cette question plus tard. Le président, d'accord. Nous avons parlé de la sécurisation des élections, du premier tour des élections. Et vous avez parlé un petit peu de l'implication de la gendarmerie, la police, les forces armées. J'aimerais vous demander, c'est quoi un ordre d'opération? Un ordre d'opération, disons, c'est une méthode de raisonnement tactique que le chef d'état-major écrit. Et il est ainsi libellé. Situation générale, situation particulière, mission aux unités, articulation. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez avoir émis un ordre d'opération avant le premier tour des élections, donc avant le 31 octobre 2010? Comme je vous l'avais dit, pendant toute cette période, avant, pendant et après, c'est le chef d'état-major qui a la responsabilité de la planification des opérations. Et à ce titre-là, nous recevons donc son ordre d'opération que nous exécutons. J'aimerais afficher à l'écran le document 0043 0391 à l'onglet 88. Très bien. Monsieur le témoin, le document que je vais vous montrer fait 4 ou 5 pages. Alors ici, nous avons la première page, la page couverture. Et vous voyez ici qu'il y a l'origine commandant supérieur gendarmerie. On voit les destinataires. La date du 26 octobre. Objet, pièce jointe. Et le texte ici indique qu'on vous transmet en pièce jointe OPO numéro 1 relatif aux élections présidentielles pour exécution. Là, nous voyons la signature et l'étampe du commandant en second, le général Afro. En haut, nous voyons les grosses lettres CSG, donc tout à l'heure, vous nous avez dit que c'est commandement supérieur de la gendarmerie. Ça, c'est la page couverture. Ce que j'aimerais que vous regardiez maintenant, c'est la page suivante. Alors voici le document devant nous, ordre d'opération numéro 1.
Tout d'abord, alors, vous êtes familier avec le concept d'ordre d'opération, n'est-ce pas? Affirmatif. D'accord. Avant d'aller plus loin, je vous mène à la page 4 de ce document qui finit avec le 0394. Donc, c'est la dernière page où nous voyons une étampe, une signature et une autre étampe avec votre nom. Ici, vous reconnaissez votre signature? Oui. D'accord. Oh, Si nous retournons à la page qui termine avec le 392. D'accord. Pouvez-vous agrandir la partie inférieure du document à partir de situation générale, le point 1A, si on peut agrandir ce cadre-là et la partie inférieure du document. Je vous remercie. Alors, monsieur le témoin, nous voyons ici que les élections présidentielles auront lieu le 31 octobre, c'est le point 1B, situation particulière, et la mission est de sécuriser les élections. La dernière section ici indique que, en vue de garantir le bon déroulement des élections présidentielles, je veux renforcer la police nationale dans toutes les villes et contrôler toutes les zones de campagne du 27 octobre au 30 novembre 2010. Première question, c'est la période de temps, 27 octobre au 30 novembre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette période de temps pour laquelle vous voulez renforcer la police nationale? Comme je vous l'ai dit, l'ordre d'opération vient de l'état-major. Et nous, on le reprend textuellement à notre niveau pour le répercuter sur nos unités. Donc la période de temps, c'est ce qui a été indiqué dans le document produit par l'état-major. Très bien. Maintenant, je comprends que ça vient de l'état-major, mais est-ce que vous avez eu une explication à l'époque pour cette période d'un mois et quelques jours? C'est la période de la campagne et des élections. Est-ce l'explication qu'on vous a donnée à l'époque, que la campagne et les élections allaient durer un mois et quelques jours? Vous savez, quand le secrétaire-major déploie les unités, il prend toujours un temps avant et un temps après. D'accord. Voilà. Si on passe à la page suivante, avec Maître Bougnon. Président Maître Bougnon. Monsieur le Président, c'est vrai que vous me direz que le témoin a répondu, mais si on continue comme ça, on va de spéculation en spéculation. Moi, je pense que quand le témoin dit quelque chose, je ne vais pas aller plus loin parce que le témoin est là. Mais quand le témoin donne des réponses claires, on ne va pas dans la spéculation, on est ici pour des faits. On va parler de spéculation en spéculation. Je préfère m'arrêter là pour ne pas dire autre chose. je pose des questions factuelles, Monsieur le Président. But I don't know where the speculation is. Enfin, je ne sais pas où vous voyez des spéculations. Le témoin était pourquoi de cette période à cette période? Ça paraissait assez clair quand même. On parle d'un fait. Ici, ce n'est pas des hypothèses. On demande au témoin pourquoi la période. Il dit que je ne fais que recopier ce qui vient de l'état-major. Je ne fais que recopier ce qui vient de l'état-major. On continue. Et donc, la continuité de la spéculation. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, on a défini une période de 1 mois? Mais c'est l'état-major qui peut répondre. Après, ça devient de la spéculation, Monsieur le Président.
Yes, but after 1 year, we could. Certes. Mais bon, après 1 an, on pourrait se demander de quelle période on parle. Allez-y, poursuivez, monsieur Desmédions. Next page. Desmédions, page suivante, s'il vous plaît. Supérieur, monsieur le témoin, vous allez voir que le premier point B, articulation et répartition des missions. Le premier point, c'est dans les villes, district d'Abidjan. On parle là ici de renforcer la police nationale avec la répartition suivante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste pour la gendarmerie de renforcer la police nationale? Il y a toujours un problème de compréhension. Nous sommes, et la gendarmerie, et l'armée, et la police, nous sommes en sous-effectif. Et donc, là où il y a la police, quand ils n'ont pas assez d'éléments, il est demandé à la gendarmerie de dégager des éléments pour aller étoffer l'effectif de la police. C'est ce que nous appelons renforcer. Et si nous regardons cette articulation, nous voyons que dans Abidjan, c'est renforcer la police nationale. Dans les autres villes, les commandants de légion, en collaboration avec les responsables locaux de la police nationale, assurent le bon déroulement du scrutin dans les zones respectives. Est-ce qu'il y a une différence ici dans l'engagement de la gendarmerie à Abidjan et dans les autres villes? Abidjan, c'est la compétence de la police nationale. Dans les autres villes, en dehors des villes, la campagne est du ressort de la gendarmerie nationale. Et comme nous sommes en sous-effectif, que ce soit en campagne ou en ville, on a toujours besoin mutuellement de se renforcer. D'accord. Lorsque ces gendarmes vont en renfort à la police nationale, ils tombent sous la responsabilité de qui? Qui est toujours en charge des gendarmes? Quand les gendarmes sont mis à la disposition de la police, c'est le responsable de la police qui est le chef des opérations. Donc, la police mène les opérations. Est-ce que les gendarmes demeurent sous votre responsabilité en tant que commandant supérieur? Le temps de leur présence auprès de la police, ils obéissent aux ordres du commissaire de l'endroit. Quand la mission est terminée, les gendarmes rejoignent leur caserne. Ici, nous voyons ensuite que dans les campagnes, les commandants de légion, en relation avec le CCI, prendront toutes les dispositions pour assurer sécurisation des élections. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé du commandant Coucou, je pense que vous avez mentionné qui était en charge du CCI. Le général Kwaku Dekola. Voilà. Alors, le CCI, est-ce que vous pouvez nous dire brièvement comment il fonctionnait à cette époque-là? À l'époque, la Côte d'Ivoire était divisée en deux par une zone qu'on appelait la zone de confiance. Au nord, les forces armées des forces nouvelles,
Au sud, les forces de défense et de sécurité. Les autorités ont donc décidé, avec l'ONUCI, de créer une structure qui ramène la confiance entre les deux entités. Et cette structure-là, c'est le CCI qui regroupe donc en son sein les éléments issus du Nord comme ceux issus du Sud. Et quand ils sont en opération, ils dépendent totalement et entièrement du CCI. Je ne sais pas si j'ai été assez clair et précis. Le commandement du CCI, il était établi où? À Yamoussoukro. Et ici, nous voyons que le CCI apparaît dans la section « Dans les campagnes ». Donc, je ne vois pas à Abidjan ou dans les autres villes. Donc, où s'articulait, je voudrais dire, l'organisation de la CCI? Le poste de commandement du CCI était donc à Yamoussoukro. Et donc, les éléments issus tant du nord que du sud sont mis à sa disposition pour accomplir sa mission de sécurisation, que ce soit en ville ou en campagne. Monsieur le témoin, jusqu'à quand est-ce que le CCI était en opération? Je n'ai pas de date précise en tête, mais je pense que dès la fin des élections, dès l'installation du président Alassane au pouvoir, le CCI a disparu, puisque les deux forces étaient donc unifiées pour former l'armée nationale de Côte d'Ivoire, qui a été appelée un temps FRC, Force républicaine de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, FACI, Forces armées de Côte d'Ivoire. Peut-être brièvement, si vous pouvez nous expliquer quel était son rôle au CCI à cette époque. Alors, vous nous avez dit déjà qu'il rassemblait les éléments du Nord et les éléments des FDS. Donc, une fois ce rassemblement fait, quel est leur rôle précis? Au risque de me répéter, permettez, je n'étais pas le commandant du CCI. J'ai dit donc clairement ce que je sais. Nous mettons nos éléments du Sud à sa disposition, ainsi que ceux du Nord, pour qu'ils ramènent la confiance entre les deux entités qui étaient opposées du fait de la crise et d'organiser la sécurisation ensemble, en campagne comme en ville. Nous voyons sous la section D ici que le centre opérationnel de la gendarmerie, dont nous avions parlé plus tôt, est activé depuis le 9 octobre 2010. Il était basé où? Au commandement supérieur. Et une fois activé, pour combien de temps est-ce qu'il était en place? Le temps est fonction des événements.
Et selon votre connaissance des événements à l'époque, combien de temps est-ce que ce centre était opérationnel? Durant tout le temps des événements, et d'ailleurs aujourd'hui, il est devenu une structure permanente. D'accord. Et monsieur le témoin, nous voyons un petit peu plus bas, juste avant le titre liaison, on voit les commandants de légion en liaison avec les représentants CEI et CCI locaux assurent transmission des informations jusqu'à échelon supérieur. Les commandants de légion, est-ce qu'ils vous ont informé donc de leurs opérations ou bien de leurs activités en liaison avec le CCI? Affirmatif, c'est ce qu'ils ont intitulé le point de situation. Le document qu'on a vu tout à l'heure, le point de situation. Affirmatif. Si on va à la page 0395, nous voyons une annexe. Avec des effectifs pour chacun des districts. Et si nous allons à la dernière page, nous voyons l'effectif totaux. Donc si on peut zoomer un petit peu sur la section récapitulatif, agrandir un petit peu la section du bas. Allez en bas, oui. Merci. Alors vous voyez récapitulatif, monsieur le témoin. Effectif total gendarmerie 785. Et là, on voit comment c'est découpé selon les légions, etc. Donc, cet ordre-là, qui est du 26 octobre, il a été mis à exécution, monsieur le témoin? Ce sont les effectifs que l'état-major nous impose. On n'a jamais atteint les effectifs parce qu'on était en sous-effectif. Donc je comprends que tout à l'heure, vous nous avez indiqué que la police nationale était en sous-effectif, donc il fallait les renforcer. Alors j'aimerais juste comprendre ces chiffres que nous voyons ici. Est-ce que ce sont les chiffres du nombre de gendarmes qui devaient aller renforcer la police nationale? Par rapport à la mission fixée sur le terrain, l'état-major, qui est donc l'échelon rédacteur de l'ordre d'opération, nous demande des effectifs. Et nous, à notre niveau, on essaie de remplir ces effectifs-là. Mais très souvent et régulièrement, nous n'avons pas pu atteindre ces effectifs-là par manque de personnel. Très bien. Suite à cet ordre du 26 octobre, monsieur le témoin, est-ce que d'autres mesures ont été prises
par la gendarmerie pour sécuriser le processus électoral? Nous n'avions pas la mission de planification des opérations, donc nous obéissons aux ordres contenus dans l'ordre d'opération émis par l'état-major. Je ne sais pas si j'ai été clair. Et est-ce que vous êtes familier avec le concept des mesures conservatoires? Oui. De quoi s'agit-il? Les mesures conservatoires, c'est des instructions complémentaires. Merci, monsieur le témoin. Si nous pouvions afficher le 0043 0441. Très bien, merci. Excusez-moi. Juste le numéro sur votre... parce que c'est un peu difficile. 106. 106. Si on agrandit la partie supérieure du document, s'il vous plaît. Monsieur le témoin, celui-ci s'appelle message chiffré. De quoi s'agit-il quand on voit l'indication message chiffré? Ça, c'est un jargon propre aux transmetteurs. Ça veut dire que ce sont des messages qui ne sont pas littéralement écrits. Ce sont des chiffres qu'on déchiffre après pour savoir à quoi correspond tel chiffre. Donc encore une fois, vous voyez l'origine, c'est le commandement supérieur de la gendarmerie à toutes les unités. Et voilà, je vous pose la question, l'objet c'est mesures conservatoires. Il y a une référence MSG suivie d'un numéro ainsi que l'abréviation CCI OPS du 29 septembre 2010. Là, on traite encore une fois de la sécurisation du processus électoral. Donc, tout d'abord, cette référence MSG, il s'agit de quoi? Tel que c'est libellé, c'est un message qui vient de CCI. Donc, ils ont leur code, ils ont leur abréviation. D'accord. Alors, nous voyons primo, mesure générale, maintenir alerte maximum, bravo, renforcer sécurité des casernes. Si on peut descendre un petit peu, s'il vous plaît. Selon le secondo, il y a certaines mesures particulières. Et ensuite, au quarto, des instructions particulières. En cas d'attaque, riposter puis rendre compte. Respect strict du dispositif de sécurité réglementaire dans les corridors. Alors avant d'aller plus loin, le dispositif de sécurité réglementaire dans le corridor, à quoi cela fait référence? Les corridors, ce sont globalement les carrefours, les points de passage obligés. Donc on met des éléments pour empêcher une infiltration ennemie. Et ensuite, nous voyons 3 points. Éléments de sécurité en amont, FANSI. Éléments de contrôle, gendarmerie, police, douane, eaux et forêts. Et éléments de sécurité en aval, FANSI. Donc, pouvez-vous brièvement nous expliquer un petit peu le fonctionnement de ce dispositif? Monsieur le Président, s'il vous plaît. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Encore une fois, nous naviguons dans le flou complet. Nous ne savons pas qui est l'auteur de ce document sur lequel on pose de multiples questions aux témoins. Nous ne savons pas qui en est le signataire. Nous ne savons rien.
Your Honors, that was Monsieur Demedjian. Monsieur le Président, j'y arrive. Je suis la série de documents en séquence. Le Président, allez-y. quel était donc, comment fonctionnait ce dispositif selon selon la liste qu'on voit ici des éléments de FANSI, gendarmerie, police, etc. Comment cela fonctionnait d'un point de vue pratique? D'abord, d'un point de vue théorique, c'est l'état-major qui émet ces genres de documents-là. Donc ça prend un peu une teinture militaire. Autrement dit, à un poste de contrôle, c'est un point à sécuriser. Donc il faut un élément en amont, plus loin devant, en aval, plus loin derrière, et des éléments au milieu pour contrôler les véhicules et les personnes qui passent. Mais ce sont des ordres d'opération militaires qu'on appelle dans l'armée des méthodes de raisonnement tactique. Appliquées à des situations de police, c'est un peu délicat à comprendre, c'est cela. Très bien. Et si on peut aller au bas de la page, s'il vous plaît. Voilà, nous voyons l'étampe. Et est-ce que vous reconnaissez votre signature? Je l'avais dit tantôt que je ne la reconnaissais pas là, mais le contenu du document, je sais que ça a existé. Et ça, je l'avais dit, j'ai insisté. Bon. C'est la première fois que je vous montre ce document, monsieur le témoin. Je ne vous l'avais pas montré plus tôt. Non, pas plus tôt. Vous parlez de la signature. Oui. On en a parlé plus tôt, le document de signature. C'est pratiquement, mais le contenu du document correspond à notre façon de fonctionner. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Juste un petit instant. Est-ce que... No, it wasn't finished, the interpretation. Nous attendons que les interprètes aient terminé de traduire. La question est de savoir, est-ce que là, dans ce document, est-ce que c'est votre signature? C'est la première fois que je vous la montre. Donc je vous demande, est-ce que vous reconnaissez la signature? Non. By the way, can we have... Le Président, et d'ailleurs, pourrions-nous avoir l'autre document que le témoin a signé? Pourrions-nous lui attribuer une cote pour le compte-rendu? The year and number, Mr. President. Yes. La greffière de danse, puis-je avoir le numéro ERN, s'il vous plaît? Ou vous voulez le ERN? La greffière d'audience, donc le numéro ERN sur la signature manuscrite fournie dans ce prétoire ce matin, c'est le REG 0001 0139, pas encore téléchargé. Ça sera bientôt. Le président, allez-y, maître Demedjian. Ici, sur ce document, qu'est-ce qui vous porte problème? Nous voyons que l'origine, c'est le commandant supérieur de la gendarmerie. Donc, pouvez-vous nous dire quel est le problème avec la signature sur ce document? C'est un problème de compréhension. Je vous ai dit que le contenu du document correspond parfaitement aux ordres que nous recevons de l'état-major. Maintenant, quant à la signature, elle n'est pas conforme totalement à ma signature. C'est ce que je veux dire. Je ne nie pas le contenu du document, puisqu'on a l'habitude de recevoir ce genre d'ordre. J'ai du mal à comprendre quel est le problème avec la signature exactement. Qui est-ce qui signe ce document, monsieur le témoin? Je ne saurais vous le dire, mais je répète que cet ordre d'opération, nous sommes habitués à le recevoir de l'état-major. Donc je ne conteste pas le contenu de l'ordre. C'est la signature qui n'est pas totalement
qui n'est pas ma signature. Sinon, je ne nie pas le contenu du document. On a reçu souvent des ordres de ce genre-là. Your Honor, this may be an appropriate time. Monsieur le Médiateur, je pense qu'il est l'heure de lever la séance. Le président, oui, en effet. Cela s'impose. Monsieur le témoin, merci d'être venu. Merci de votre présence. Je dois vous rappeler vos devoirs. Donc, vous êtes tenu de dire la vérité, vous le savez. Nous nous retrouverons demain à 9h30 pour la poursuite de cet interrogatoire par l'accusation. Donc, nous reprendrons demain à 9h30.